Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous avons cherché, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 4. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Loïc Ruffo. Loïc, bonjour. Salut Hugo. Alors Loïc, nous on se connaît depuis longtemps, très longtemps, 2013 même je crois, à travers le vélo qu'on pratiquait tous les deux à l'époque, que tu pratiquais un peu mieux que moi. Bon, on s'est retrouvés par la sympathie et par notre manière de penser. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que tu es devenu entraîneur, Loïc. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entraîneur justement? Tu ne l'étais pas du tout à l'époque, hein. Non, alors à l'époque, j'étais pas du tout. Après, dans les années où je faisais du, euh, du vélo un peu sérieusement en compétition en FFC, j'ai tout de suite été très très attiré par le développement de la performance, donc tout ce qui se faisait sur l'entraînement vélo, sur la nutrition, sur la récupération. Euh, et puis, j'ai commencé, pendant que je courais, d'entraîner quelques copains, tester pas mal de choses aussi sur moi, même si forcément, quand on s'entraîne soi-même, c'est pas forcément tout le temps très, très objectif. Mais j'ai tout de suite, à partir de 2014-2015, eu envie, été assez passionné par l'entraînement. Au niveau du cursus scolaire, j'avais longtemps hésité à passer sur STAPS justement pour ça. Et puis, ça aurait été un peu, j'ai fait le choix de partir dans le commerce pour différentes raisons. Et puis, donc, j'ai continué, j'ai commencé un petit peu d'entraîner comme ça. Et puis, quand malheureusement j'ai eu une blessure en 2016 à la hanche qui m'a obligé à arrêter pendant un petit moment le vélo à haut niveau. Là, j'en ai profité pour faire plus de formation et puis pour passer le diplôme d'état d'entraîneur et directeur sportif qui était sur une année, ce qui m'a permis de me lancer vraiment dans l'entraînement et l'encadrement pour cyclistes plus formellement. Alors oui, puisqu'on va décrire un tout petit peu ton activité. Donc avant toi, on a reçu d'autres entraîneurs, voilà, qui ont pratiqué l'entraînement à distance, c'est-à-dire envoyer des plans à des athlètes via différents moyens de communication, applications, etc. On en a eu un aussi qui a entraîné sur le terrain, donc dans le stade d'athlétisme avec un groupe face à lui. Et toi, c'est un petit peu particulier, puisque certes, tu entraînes, mais on peut dire que tu es aussi sur le terrain, parce que tu emmènes les gens en stage, et maintenant, tu te déplaces même sur les compétitions avec certains du groupe d'entraînement qui veulent bien venir. Oui, alors c'est vrai avec Pierre, mon frère, du coup, en 2018, on a lancé notre société d'entraînement et d'encadrement. Et l'idée, c'était de faire quelque chose qui nous ressemble. C'est vrai qu'on adore partager avec les gens, transmettre des choses et puis s'ouvrir aussi aux différents besoins. Donc, il y a clairement un besoin sur ce qui est suivi d'entraînement. Donc tout ce qui est l'analyse des datas, la planification, la correction, etc., qui est un peu finalement journalière. Donc ça, c'est un de nos services qu'on propose, donc le suivi d'entraînement, on peut appeler ça à distance, même si des fois, enfin, on a aussi beaucoup d'athlètes qu'on a très proches de nous. Et puis ensuite, on a voulu mettre en place en fait des stages d'entraînement, des stages ou des séjours, parce qu'il y a des gens qui viennent sur des stages pour acquérir des connaissances, faire des séances spécifiques en vue d'un objectif ou vraiment avec l'objectif d'augmenter leur niveau euh, physique, technique. Et puis aussi des séjours qui ont plus une vision de découverte, parce que voilà, on est aussi des passionnés du vélo et puis
de découvrir des lieux, de partager, donc ça. Et puis après, effectivement, notre passion pour la compétition nous a tout de suite emmené vers l'idée de proposer des déplacements sur des courses, où là, ben, on proposait en fait au grand public de pouvoir profiter d'une organisation un peu, on va dire, professionnelle avec voilà, des entraîneurs, un cuisinier, un mécanicien. On s'occupe vraiment de tout. Et puis, ils ont un package complet qui leur permet de partir sereinement en course et de penser uniquement à profiter du moment sans avoir les inconvénients de tout ce que représente un déplacement en course un peu lointain. Et oui, alors j'ai pu croiser cette magnifique organisation 2 fois cette année à la cyclosportive La Madeleine, qui était là une course un peu intimiste, et puis sur un autre événement qui avait rien à voir, qui était beaucoup plus gros, la haute route. Donc on s'est vu notamment à Tignes, où tu avais toute ton équipe tac en rouge avec le maillot RCS, donc Rufo Cycling System. Et donc, eux, non seulement ils participaient à la course, non seulement après la course, ils pouvaient échanger avec toi puisque tu étais aussi présent sur la course. Donc, en plus, tu me dis voilà, que tu avais loué quelque chose d'assez sympa pour le groupe et ils avaient leur cuisinier. Donc, c'est plutôt un entraîneur Loïc Ruffo, c'est plutôt un entraîneur qui va vous chouchouter vraiment de A à Z. Ouais, j'essaye vraiment de porter un soin très, ouais, porter grand soin, on va dire, à ce qu'on propose en termes de prestations, que ce soit sur les stages ou sur les déplacements courts. C'est vrai d'être dans un nombre de participants toujours assez réduit pour pouvoir déjà créer une émulation au sein du groupe, de pouvoir passer du temps aussi avec chacun. Pour moi, c'est vraiment très important. Et puis de faire que voilà, les personnes du staff qui sont présentes pour ces personnes aient du temps aussi à consacrer et puissent mettre avant tout la qualité sur le devant. Et puis, autre spécification, pour finir un petit peu sur la partie présentation, c'est que tu viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, c'était surtout Auvergne avant, puis bon, maintenant ça s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, et tu t'es lancé en Suisse en démarrant de quasiment zéro. Et aujourd'hui, ben voilà, tu vas sur plusieurs stages à l'année, tu as même lancé l'atelier, le restaurant, non? Comment c'est ça? Ouais, tête de course. Ouais, alors effectivement, en 2017, enfin 2016, quand je me suis blessé, je me suis rapproché d'ici. J'étais chez mon ex-compagne. Et puis, du coup, c'est une région qui m'a beaucoup plu, où il y a vraiment un terrain ici très varié. Toi, tu es Euh, au bord du lac Léman, à euh, proximité du Jura. Ouais, à proximité, donc à Nyon, à proximité entre Genève et Lausanne. Donc on a vraiment le lac et puis après le Jura. On est aussi très facilement proche des Alpes. On peut aller facilement en Italie. Donc c'est une zone qui est plutôt bien située. Il y a beaucoup de monde qui roule, donc qui fait aussi que pour nous c'est une zone très attractive parce que économiquement il y a aussi un potentiel fort ici. Et puis, donc, j'avais commencé pendant quelques mois, une petite année, à travailler pour une boîte de préparation physique à développer les activités vélo. Et puis, très rapidement, j'ai voulu, avec Pierre, on a voulu lancer notre entreprise et puis tout de suite mettre, aller dans le grand bain de l'entrepreneuriat avec ses joies et ses moments un petit peu plus compliqués. Donc voilà, un choix que je regrette pas du tout parce que c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas, un super cadre de vie ici. Eh oui, alors, on s'était vu quand tu étais, je crois, au début de toute cette construction. Il n'y avait même pas encore le projet de l'atelier réparation-restaurant que tu as encore fait naître depuis. Ouais, ouais, alors effectivement, tête de course, donc c'est né avec Philippe Müller, qui est un de mes clients, quelqu'un que j'entraîne. Et puis d'une discussion en 2018 ou 2019, on s'était dit, ah, ça serait quand même cool d'avoir un café cycliste comme ça se fait Mhm. maintenant beaucoup à Gérone, un petit peu partout, ça fleurit. Et puis du coup, on s'est mis sur cette idée-là, toujours avec l'envie
de faire grandir la communauté et puis de chouchouter un peu les cyclistes et leur proposer de quelque chose d'assez spécifique. Et puis du coup, on a conjointement travaillé sur le projet d'un lancement d'un café, café cycliste qui est maintenant plus un restaurant café atelier. Donc on a une partie effectivement restauration avec pratiquement 80 places, plus un atelier avec aussi maintenant la vente qui va se mettre en place. Donc quelque chose qui va aussi dans l'idée de faire voilà, de se rapprocher du vélo, de rapprocher les gens au vélo et puis qui concorde assez bien aussi avec nos activités. Ça fait une bonne passerelle et quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps. Donc voilà. Voilà, c'était ça un peu ma question. Quand on s'était vu, tu étais au début de cette aventure et tu avais très peu de temps. Je crois que tu dormais, tu te couchais vers les 2-3 heures du matin parce qu'il fallait encore finir en parallèle de toute cette création, les plans des athlètes que tu avais déjà. Et puis le lendemain matin, ça sonnait à 6-7 heures, je crois, le réveil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même arrivé à dégager un peu plus de temps? Alors, j'ai clairement pas plus de temps. Ah Non, c'est mince, clair. Mais par contre, je me suis organisé pour, pour dormir. pour dormir. Ça, c'est clair. Non, ce qui a beaucoup changé comparé à la période où c'était vu, c'est que heureusement, petit à petit, je retrouve les capacités physiques et la santé pour pouvoir refaire du vélo à assez bon niveau, on va dire. Et du coup, c'est vrai que mes journées sont très, très chargées. Donc, je me suis mis voilà, j'ai clairement des timings serrés tous les jours et puis aussi où j'ai pas je sais que j'ai pas de vacances, j'ai un rythme de vie qui est assez effréné, mais mon choix, c'est vraiment de pouvoir et allier et ma pratique personnelle et tout mon travail et toutes les contraintes et besoins que ça demande, et puis de caser tout ça dans une journée avec un objectif aussi sur le long terme, en espérant que petit à petit, j'arrive aussi à déléguer certaines tâches. Euh, Ah Chose qui oui, sera c'est progressive. important ça. C'est la base. Tu as parlé brièvement de tes années à vélo. On va parler de ton passé d'athlète, puisque tu as quand même terminé par une deuxième place au Grand Prix de Saint-Étienne, qui était une manche. J'ai perdu le nom là. C'était une Coupe de France des clubs, non? Non, 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 c'était juste une élite cette année-là. Ah oui, oui, juste une élite. Enfin bon, il y avait quand même quelques. Il y avait quel nom autour de toi là? Il y en a bien quelques-uns qui sont passés pro. Oui, de toute façon, sur ce genre de course, Saint-Etienne, ça reste toujours une épreuve phare. Qui c'est qui t'avait battu? C'était Étienne Fabre, il y avait Maxime Le Lavandier aussi. Ah Euh, oui, les frères Le Lavandier, les Bretons. et puis voilà, un petit peu tous les clubs sur Saint-Etienne, ça reste toujours une course très très importante pour un peu tous les coureurs du calendrier de la région et même un peu étendu à la France. Ouais. Et quelles autres lignes du palmarès on pourrait citer pour le Loïc Ruffo, athlète, avant d'être entraîneur? Alors je pense que j'avais une particularité, c'est que Moi, je sais. tu sais, voilà, j'ai toujours aimé beaucoup rouler, mais mis à part ça, c'est vrai que j'ai été très amoureux des grands espaces de la montagne, et puis j'ai tout de suite voulu scinder mes saisons en deux avec première partie en élite où voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire des bons résultats en élite, de gagner quelques courses première catégorie, de faire des podiums en Coupe de France, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la montagne, par les cyclosportives et puis par son esprit, par l'esprit qui me convenait finalement mieux. Donc, ce que je retiens plus en tant qu'athlète avant d'avoir été entraîneur et même maintenant, c'est un peu tout ce que j'ai pu accomplir aussi sur les cyclosportives, sur les hautes routes, sur les marmottes, voilà, sur toutes ces épreuves qui, pour moi, j'y allais plus enfin, vraiment pour me faire plaisir avec l'envie, alors que sur les courses élites, c'était pas vraiment là où j'allais avec le plus d'envie pour moi-même. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a construit et que maintenant je peux en parler assez facilement, c'est que je pense que je faisais ça aussi clairement
par l'envie de démontrer quelque chose. Et en 2016, quand j'ai eu finalement mes meilleurs résultats et la saison la plus probante avant d'arrêter, j'ai fait ça très clairement pour prouver quelque chose aux autres. Je m'étais entraîné vraiment plus spécifiquement pour ça, et puis ça marchait plutôt pas mal. Mais finalement, je pense que la vie nous remet un moment tous dans le chemin où on doit aller, et puis c'est pas plus mal comme ça. Ouais, bah, petite anecdote, quand Loïc vous dit qu'il aime beaucoup rouler, ça en était quoi? On était en 2016, tiens, justement, et tu étais venu passer 3 jours dans mon appartement. À l'époque, je travaillais autour de Grenoble, donc au pied de Beldon, voilà, proche d'un peu tous les massifs. Et je pars travailler le matin. Je dis au revoir à Loïc qui est en tenue de vélo et qui part rouler. Je reviens du travail le soir, donc bon, je sais pas, j'ai dû partir à 8h, puis j'ai dû peut-être 8h30, puis je suis revenu vers 18h30. Et quand je reviens, alors la cuisine est sans dessus-dessous, il y a le cuiseur vapeur qui chauffe, il y a 2 casseroles sur le feu, il y a une barquette de riz sur la table, et je croise mon Loïc qui sort de la douche. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as foutu? T'es pas parti rouler? Si, si, mais j'ai fait un long tour. Alors, tu avais fait quoi? 220 bornes et 7000 de dénive, je crois. Puis tu t'es arrêté, tu avais croisé, tu avais mangé des bonbons en bas d'un col, tu avais fait 2 Jiménez, non? Raconte-nous. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'anecdotes comme ça, et c'est Bon, on va faire juste celle-là, sinon ça va durer 3 on va heures. faire celle-ci. Non, j'avais fait une longue journée. C'est effectivement, bah, j'avais toujours, dès que je passe vers l'Alpe d'Huez, j'ai un peu de mal dans l'école à pas aller monter, à aller titiller après le Vitel. J'ai souvent du mal à résister à la tentation. Donc c'est vrai que ça avait un tout petit peu débordé ce jour-là, mais comme beaucoup de jours finalement. Mais voilà, ça a toujours été un petit peu comme ça, et c'est aussi ce qui m'amène aujourd'hui à avoir la vision dans l'entraînement de toujours me dire, en fait, pour chaque personne, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce que la personne aime faire aussi? Et oui. Finalement, c'est toujours un équilibre entre ce qu'on aime faire, et puis quand on a un objectif de ce qu'on devrait faire pour être le plus performant possible. Et c'est aussi ce que j'essayais de faire avant, c'est que finalement, voilà, même si on est sportif à haut niveau, qu'on essaie d'aller gagner des courses, ce qui est plus important pour moi, c'est le plaisir qu'on prend au quotidien. Et puis, ben, même si on doit être un peu plus fatigué, en tout cas, moi, j'étais prêt à assumer le fait d'être un peu plus fatigué, ou pas avoir forcément la préparation la plus optimale pour un certain type de course. Mais si je prends du plaisir au quotidien, c'est aussi pour moi quelque chose de super important. Donc voilà, c'est vrai on a eu quelques belles anecdotes ensemble, et qui n'était pas non plus le dernier pour on rallonge les sorties à la belle époque. Bien. Ouais, je vais continuer à pied depuis. Alors, Loïc, on va parler un petit peu plus d'entraînement. Donc aujourd'hui, tu as un panel de coureurs divers et variés avec toi, certains qui t'accompagnent quasiment au plus haut niveau sur les courses, puis d'autres qui sont un peu plus là pour découvrir un peu ce monde. Quelle méthode tu utilises pour quantifier la charge d'entraînement de tout ce beau monde? Puis tu en as certains qui ont aussi des grosses contraintes pro. Donc j'imagine que derrière, faut que tu sois pas trop mauvais. Ouais, alors pour quantifier, c'est vrai que Enfin, j'utilise. ou avec quels outils? Alors moi, j'utilise beaucoup Training Peaks pour les suivis. Je trouve que, en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facile, c'est connecté partout. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà des datas là-dessus. Donc la mesure, un peu de quantification de la charge via Training Peaks reste le TSS, qui est basé sur la FTP. Donc là, j'essaye toujours pour la mesure de la FTP d'avoir des protocoles qui soient le plus proches de ce que moi me semble en tout cas juste, c'est-à-dire que j'utilise pas le 20 minutes par exemple pour le test FTP, mais j'utilise un 30 minutes. J'essaie aussi de faire des tests de fatigue, donc de voir un peu la capacité d'endurance, et puis justement de définir une FTP pour une certaine période qui va coller le plus, parce que voilà, si la personne elle fait qu'un 20 minutes suivant ses capacités anaérobie, suivant son index d'endurance, bah, finalement, le résultat sur la FTP, peut-être qu'il peut changer de 10 watts, et puis 10 watts sur la somme des TSS accumulés, ça fait une petite différence. Voilà, le TSS est très décrié parce que il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, mais c'est pour ça que pour moi, ça reste
une mesure parmi tant d'autres. Après, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est les métriques sur Training Peaks. Donc, moi, je demande à tous mes athlètes de remplir chaque jour des informations sur le sommeil, sur le stress, notamment le stress qu'ils ont en dehors du vélo, la vie, par rapport à la vie familiale, la vie professionnelle, la fatigue qu'ils ressentent au niveau aussi musculaire, l'envie qu'ils ont, la motivation à aller s'entraîner. Et puis après, il y a l'évolution du poids, etc. Mais en tout cas, ces facteurs-là qui sont par rapport à leur perception à eux, qui me permet, moi, de mettre en corrélation par rapport à leurs commentaires sur les sorties et par rapport à cette quantification de la charge de TSS, de pouvoir avoir des indications pour pouvoir discuter avec eux et puis rechanger le plan et, euh, et puis faire un suivi le plus proche possible de ce qu'ils ont besoin. Ouais, donc, on est sur un entraînement quand même assez scientifique, assez poussé en termes de data, en termes d'analyse de tout ça. Et tu es le premier des entraîneurs qu'on a avec nous qui, justement, n'utilise pas Nolio, qui utilise Training Peaks, mais tu as utilisé Nolio, c'est ça? Alors en fait, j'ai été en discussion avec Alexandre, Oui, qui est un des deux fondateurs. très sympa. C'est vrai qu'on avait discuté au début, il m'avait envoyé, puis j'étais un petit peu déjà dans une phase de création, en tout cas d'optimisation. Il y avait déjà un produit abouti. Et c'est vrai que moi, comme je l'avais dit, en fait, le plus gros problème dans ces changements, en fait, tout ça, c'est quand on a des athlètes, qu'on a déjà les datas, qu'on a déjà les outils. Je reste clairement aujourd'hui sur Training Peaks j'adore surtout le logiciel WKO5 qui est en fait relié à la plateforme Training Peaks que tout le monde connaît, mais qui est très puissante et qui permet finalement d'avoir un nombre d'analyses juste, juste incroyable et qu'on peut vraiment sur ce logiciel paramétrer ses propres data. Donc, on va dire par facilité, aujourd'hui, je reste sur ce produit-là. J'ai essayé aussi des plateformes comme Today's Plan, des choses comme ça. Mais pour le moment, en termes d'ergonomie, etc., c'est vrai que j'ai pas encore décidé de prendre vraiment, parce qu'il y a aussi, voilà, quand on a pas mal d'athlètes, on est deux avec Pierre, et puis on sera bientôt un troisième entraîneur. Et quand on a plus de 20 athlètes en suivi, c'est clair que de changer tout le monde de plateforme, ça demande de devoir prendre aussi beaucoup de temps. Et c'est vrai que dans cette période, depuis 1 an et demi et 2 ans, j'ai vraiment pas choisi de prendre du temps pour ça. Donc clairement, aujourd'hui, j'utilise Training Peaks, mais voilà, je pense que ça peut aussi changer et puis voir un petit peu comment toutes ces plateformes, et notamment comme Nolio, se développent, et puis les connexions qu'on a après possibles sur certains logiciels. Et oui, tu vas prendre un nouvel entraîneur, donc ça augmente un petit peu. C'est quoi? C'est parce que votre groupe d'entraînement il est complet, puis tu as pas mal de demandes. Comment tu choisis d'augmenter puis la taille du groupe? Puis surtout, bah, peut-être comment tu choisis de coacher quelqu'un si tu as beaucoup de demandes. Il faut qu'il te séduise, qu'est-ce qui Alors, t'intéresse? je pense que, enfin, en tout cas, on a plusieurs formules. On a 3 formules de suivi qui sont proposées, donc qui nous permettent de proposer différents services en fonction des besoins. Il y en a qui ont finalement pas besoin d'analyse parce qu'ils se connaissent, ou c'est une pratique vraiment euh, très peu fréquente. Donc, du coup, l'analyse, pour eux, ne leur sert à rien. Ils n'ont pas besoin de payer un entraîneur pour avoir de l'analyse. Après, il y en a qui ont besoin de l'analyse, mais on va dire qu'une fois par semaine, pour revoir toutes les séances et avoir des commentaires, ça suffit. Peut-être qu'une modification du plan dans la semaine, ça suffit. Et puis, tu as des personnes qui veulent vraiment quelque chose de très professionnel, où moi, je peux réactualiser le plan tous les jours. Je suis en contact perpétuel avec eux, en restant à disposition 7 jours sur 7. Donc, on a 3 formules on a aussi de la nutrition, etc., qui permettent finalement à chacun, normalement, de se retrouver et puis de trouver quelque chose qui lui correspond. Et après, effectivement, nous, on fait déjà un premier entretien avec la personne pour parler du projet,
exposer ensuite les services qu'on a et puis déjà orienter vers le service le plus approprié. Et puis ensuite, bah voilà, généralement au cours, une fois qu'on a fait un entretien, on a très vite la perception de la personne. Alors, moi, je suis pas du tout dans l'objectif de, de choisir un projet ou voilà. C'est aussi ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que j'ai des gens qui veulent faire du haut niveau, des jeunes qui ont des aspirations à passer à un niveau presque professionnel, et puis j'ai des gens qui débutent juste le vélo et où je vais faire des séances techniques avec eux, et puis après on commence par l'achat d'un capteur de puissance, on commence par voilà, un petit peu l'éducation sur l'entraînement, vraiment tous les débuts. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans l'idée de faire une sélection par rapport à ça. Après, il y a clairement on va dire une sélection naturelle qui se fait sur le feeling au cours d'un entretien, quand on discute. Même si j'ai jamais eu finalement à dire à quelqu'un non, je pense que ça ne va pas jouer entre, entre nous pour une relation d'entraîneur-entraîné. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes. Pour répondre à ta question, moi, je veux aussi un nouvel entraîneur pour pouvoir me garder du temps et pas être submergé par tout ça, parce que les journées sont déjà suffisamment longues, et puis je veux aussi avoir du temps à consacrer pour le développement de la société notre société en général, parce que être entraîneur où on fait juste des suivis, ou être entraîneur et puis avoir une société où voilà, on va en stage, c'est d'autres coûts, c'est d'autres problèmes, on va dire. Et je dois aussi avoir du temps pour être un peu plus, entre guillemets, chef d'entreprise et pas que entraîneur à 100%. Eh ben oui, ça demande énormément de temps. Tu peux nous rappeler combien de stages tu fais peut-être en moyenne par an? Alors bon, c'est vrai qu'avec ce qu'on vit depuis 1 an et demi, je ne sais pas si la moyenne peut parler. Peut-être juste nous dire cette année combien de stages tu as fait? Alors, cette année, l'année dernière, je pense on a repris en avril, on dit avoir 8-9 stages. Ah oui, quand En même. tout cas, ouais, ouais, à peu près ouais, 7-8 stages. En tout cas, par exemple, cette année, sur 2002, ce qu'on a planifié, on a 19 événements. Donc, on a des événements. Dans événements, je parle déplacement sur les courses. On doit avoir 5-6. Et puis, on doit avoir ouais, un peu plus 7. Et puis après, on a une dizaine de stages aussi sur l'année, entre 4 et 7 jours. Donc voilà. Donc après, c'est clair que les suivis dans les semaines de course, quand à 4 heures du matin, le matin de la Haute-Route-Alpes, tu ouvres l'ordinateur pour faire des plans, il n'y en a pas beaucoup qui ont la même routine pour démarrer une étape de haute route de 5000 mètres de tennis. Mais voilà. Donc, Eh donc non, ouais. un calendrier bien chargé, mais voilà, le fait aussi de multiplier les ressources et puis d'avoir plusieurs entraîneurs, c'est un petit peu comme vous parlez finalement des différentes applications de suivi. C'est aussi avoir un autre point de vue, de pouvoir discuter sur des visions un peu différentes, et puis aussi voilà, d'apporter peut-être une vision un tout petit peu plus différente de l'entraînement. Et puis moi, l'objectif, c'est clairement aussi d'avoir des personnes qui soient 100% focus sur ça pour pouvoir faire une veille scientifique, pour pouvoir aussi apporter un côté sur la haute performance et pouvoir aller aussi dans ce sens-là. Alors la performance, parlons-en. Est-ce que dans tes entraînements, peut-être des athlètes te le demandent, d'autres non, peut-être tu le fais pour tous, peut-être tu le fais pour personne. Est-ce que tu pratiques, ce qui est un petit peu contraignant pour tous, le suivi HRV? Alors, je l'ai fait. Ah, Euh, j'en étais sûr. je, ouais, ouais, je l'ai fait. J'avais travaillé avec, j'ai perdu, Incorpus. Incorpus aussi Oui, avec et Xavier Thévenard avait aussi cette application. training, pas mal de choses que j'ai testées sur moi, que j'ai testées avec d'autres athlètes. Donc, j'ai soit certains le font par eux-mêmes, ils prennent le HRV avec une certaine application. Après, moi, ce que je me suis quand même rendu compte, c'était que le HRV, si on le mettait quand même en corrélation avec certains finalement marqueurs et sensations que les personnes pouvaient avoir, tout à l'heure je parlais des métriques le matin,
je trouvais qu'on retrouvait très clairement. Alors, c'est clair que dans une certaine vision, on peut anticiper beaucoup de choses avec le HRV, mais il est quand même, pour moi, ça reste quand même une mesure qui apprendre globalement, et puis on ne peut pas se fier que à ça. Et pour les gens, ça demande quand même aussi beaucoup de contraintes. Donc en fait, soit la personne elle le fait par elle-même. Après, suivant les applications, je peux aussi reprendre les résultats, le remet dans le synchronise. Par exemple, ça se synchronise très bien avec Training Peaks, et puis après on peut se le retrouver dans les datas. Ou alors, moi, je le demande, mais ça, c'est vraiment que si je vois qu'en fait, il y en a besoin, parce que c'est aussi souvent, enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'avec les athlètes qui sont non professionnels, on atteint rarement des limites, en fait, où il y a vraiment un besoin de HRV parce que la charge est trop intense. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 7-8 heures par semaine, même 10 heures, ils sont très rarement, on va dire, dans des surcharges de travail. Et puis finalement, j'estime que de leur remettre une contrainte sur prendre du HRV pour vraiment pouvoir rajouter ça à leur suivi, pour le moment, c'est pas quelque chose que j'estime encore suffisamment pertinent et, et agréable pour eux, quoi. Ah oui, parce que finalement, dès le matin, tu vas le remettre dans l'entraînement, parce qu'il va falloir prendre la mesure d'abord couché, puis debout. Donc, le pauvre petit athlète amateur qui se réveillait tranquillement avec sa femme, qui pensait au boulot, de la petite réunion de 9 heures qui lui taraudait l'esprit, tac, tu lui rajoutes une charge. Donc, c'est vrai que ça peut être. C'est une très bonne remarque que tu fais. Ça, et puis j'aime bien me dire maintenant, c'est vrai qu'on analyse, on veut être performant partout en fait. On veut être performant quand on fait notre sport, on a des capteurs de partout, on a le capteur pour le glucose, on a les capteurs quand on dort, le HRV, on fait des mesures le matin. Enfin, après, je me dis à un moment donné, sur quel élément on s'appuie, on ne peut pas tout contrôler. Et surtout, qu'est-ce qui est pertinent pour les athlètes. Je veux dire, si aujourd'hui je devais entraîner un professionnel, quelqu'un qui fait ça à 100%, qui a que ça à faire de ses journées, oui, clairement, le HRV, je le mettrais en place parce que le gars, c'est sa vie, et puis on doit avoir finalement le plus d'informations possible à disposition pour en tirer une conclusion commune. Mais pour les athlètes que j'entraîne qui n'ont pas cette possibilité de faire que du vélo ou des aspirations à passer à un certain niveau, j'estime que ce n'est pas quelque chose qui est encore obligatoire dans le suivi. Hmm. Ouais, puis même des fois, chez des athlètes professionnels, hein, tu fais ça un mois, 2 mois, puis bon, Ouais, après, l'athlète, tout professionnel qu'il est, peut aussi avoir une vie de famille. clairement. Puis après, Donc, son moi, professionnalisme ne commence pas forcément à 7 heures du matin. non, clairement, je l'ai fait. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait aussi, mais c'est clair. Non, j'ai toujours eu la flemme. Non, moi, je l'ai fait. Alors, et puis, en fait, le truc, c'est que finalement, dans les phases où, voilà, celui qui a que ça à faire, en fait, ça fait partie de son boulot. Le matin, tu sais que tu as 5 minutes, tu restes allongé, tu as 5 minutes, tu restes de piqué debout, tu vois l'application. Et franchement, moi aussi, j'ai vu des fois, il y a des périodes où j'étais bas en HRV, et la corrélation avec mes sensations et tout, oui, ok, t'es bas en HRV, mais au bout d'un moment, des fois, il faut aussi y aller, quoi. Et puis finalement, après, c'est rétroactif. Enfin bref, et c'est surtout que quand tu as des journées, finalement, quand tu as des fois des journées chargées ou autres, bah, en fait, rien que ces 10 minutes, tu ne les prends pas parce que tu priorises certaines actions. Et puis voilà. Mm. Alors, on est dans la phase hivernale, Loïc, la phase qui est terrifiante pour le cycliste. C'est vrai que depuis que je fais de la course à pied, ça fait vachement moins peur quand même cette période. Est-ce que tu te vois contraint des fois d'adapter les séances que tu envoies à tes athlètes vis-à-vis de la météo? Alors en plus, aujourd'hui, on enregistre le podcast, il a neigé, donc j'imagine que pour aller rouler aujourd'hui, ça va être complexe. Non, ça va là. Alors oui,
et c'est souvent, tu sais, ça arrive tout le temps, tu reçois le message où tu vois qu'il y en a quand tu as fait le plan, tu vois? Tu as passé 50 minutes sur le plan de la semaine et là, en fait, tu te rends compte qu'il ne va pas faire beau. Donc non, oui, c'est clair que pendant cette alors moi, ce que j'essaye le plus de faire pour, les personnes qui ont la possibilité de faire notamment du home trainer ou des activités, différentes, mais alors ici, on est en Suisse, il y a beaucoup de gens qui font du ski. Enfin beaucoup, oui, quand même pas mal de gens qui font du ski. Donc, soit s'il reste que sur du home trainer, en alternative, ben, en fait, dans les séances, quand je planifie, je mets route ou home trainer, donc je planifie 2 séances. En gros, Ah oui, comme ça, là, peut-être, tu as le séance choix. de journée, voilà. Donc, par exemple, là, ces week-ends-là, je m'embête pas, je mets une séance route. Et puis, si, s'il fait mauvais, ils ont une alternative home trainer. Donc, soit sur 2 séances, soit sur une séance de préparation physique générale et puis ensuite vélo. Enfin, en tout cas, j'essaye de prévoir comme ça la personne. euh, Dès qu'elle arrive le week-end, bah, en fait, elle peut choisir par rapport à la météo. Mais c'est sûr que dans cette période-là, ben, il faut faire preuve d'adaptabilité, mais finalement, comme tout le temps, maintenant c'est la météo, après ça sera la fatigue, parce qu'on rentre aussi dans des charges qui sont plus importantes, après il y a la récup, donc voilà, ça fait partie aussi du travail. Alors, tu vois, par exemple, petite anecdote ce week-end, j'avais 2 petites séances. Voilà, moi, je suis plutôt dans une reprise gentille là, en ce moment. 2 séances de ski de fond, voilà, ça allait être les premières de l'année. Et la neige est arrivée 2 jours trop tard. Donc, ski de fond, pas possible. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plusieurs exercices de gainage durant une dizaine de minutes. Ensuite, je suis monté pour 1 heure sur mon home trainer. Et toutes les 10 minutes, je suis descendu pour réaliser des squats avec une charge qui était assez facile à déplacer. C'était vraiment très, très bien en termes d'adaptation. Tu vois, vraiment, je me suis amusé. Donc, en tout cas, je ne sais pas si chez tes athlètes c'est pareil, mais chez moi, tu peux mettre des séances de home trainer. C'est vraiment agréable. Ouais, non, je pense que le home trainer, à partir du moment où il y a une thématique et puis il y a un travail à faire, je pense que ça passe tout de suite beaucoup plus facilement Mm. que quand on n'a rien à faire. C'est un peu comme, je sais pas, la natation, ça paraît tellement chiant, mais apparemment, quand on a des séances à faire, ça passe bien. Ah, j'imagine que c'est comme voilà, enfin, en tout cas, c'est comme le home trainer. Si on n'a rien à faire sur le home trainer, ça peut devenir pénible. Après, si on sait pourquoi on le fait, ma foi, ça passe mieux et puis ça fait partie de l'entraînement. Et oui, puisque ton frère s'est mis à la natation pour réaliser de belles performances en triathlon, mais pas toi. Pauvre de moi. Alors, c'est le moment de la prépa physique également. On vient d'en parler avec le home trainer, avec la coupure, avec tout ce qui fait un peu le sel de l'hiver. Préparation physique, c'est un terme général, hein. Ça, on ne va pas se le cacher. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Quelle place ça prend chez toi pour tes athlètes? Comment tu la définirais, cette période où, bon, normalement, en hiver, il n'y a pas trop de compétition, à moins que tu aies des athlètes qui aillent faire des cyclosportives en Argentine ou Dieu sait quoi, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. Donc en ce moment, voilà, tu en as sans doute fait couper certains, 2 semaines, un mois, d'autres sont en train de reprendre. Voilà, tu leur dis prépa physique, tu leur dis quoi? Alors, oui, alors, enfin, préparation physique, alors oui, pour moi, il y en a plusieurs. Tu as la prépa physique générale, donc enfin, On fait du gainage. après la coupure. Oui, dans prépa physique générale, en fait, j'entends surtout une fois la phase de coupure, ou en tout cas, alors pour certains, il y a la coupure nette, et puis pour certains, c'est juste une phase de diminution des charges, parce qu'on parlait encore tout à l'heure d'équilibre. Certains ne veulent pas avoir de période de coupure. Après, ça dépend aussi finalement de la saison qui a été effectuée, des objectifs, etc., de la routine de chacun. Mais majoritairement, j'essaie de faire un break faire un break à tout le monde. C'est aussi, je pense, très important à certains niveaux. On parlait, tu vois, du HRV, des troubles du sommeil, niveau hormonal, etc. Il y a quand même certaines choses au niveau physiologique qui se passent et qui permettent au corps de se régénérer pendant cette période de coupure, ou en tout cas il y a une diminution de la charge. Donc sur ensuite la reprise, qui généralement dans un modèle un peu standard pour quelqu'un qui prépare des cycles sportifs, qui va reprendre
allez, on va dire en mars-avril. On va même aller en Italie là, fin février, donc ça va reprendre, on va dire, relativement tôt, même s'il n'y a pas des objectifs de performance. Mais c'est sur ce mois de novembre, donc de faire un mois, voilà, où c'est la préparation physique un petit peu générale. Donc ça veut dire que on peut travailler sur le vélo sans forcément avoir c'est plus travail d'endurance, travail de technique avec un volume qui est assez bas. Après, certains font de la course à pied, certains font de la natation. Dans cette période-là, effectivement, j'essaye de proposer, de commencer d'inclure tout ce qui est travail de renforcement musculaire et puis de mobilité. Là, dans ce travail-là, pour moi, il y a 2 points. Il y a le penchant, on va dire, santé, qui permet en fait par des exercices très ciblés où il y a une demande d'avoir une véritable analyse en amont des problèmes, puis de la prise en charge de chaque athlète, de dire ok, euh, Hugo, lui, il a un déficit sur ses chaînes postérieures, il a ceci, il a cela, et puis qui permet d'orienter le travail pour en fait avoir une diminution une diminution des blessures ou une optimisation, mais par le penchant en santé, on va dire. Et puis après, il y a la préparation physique un peu plus penchant, on va dire, performance qu'on connaît avec la musculation, des exercices qui sont un peu plus, on va dire, basiques et standards, mais qui permettent aussi d'aller vers une optimisation de la performance, mais déjà sur des personnes qui n'ont pas forcément de contraintes, on va dire, avec certaines blessures ou euh, certains déséquilibres. Donc voilà. Et puis après, on va se pencher plus vers de la préparation physique orientée. Donc là, après, c'est comme ça qu'on définit un petit peu à partir de décembre, où là, ça va passer sur un travail majoritaire sur le vélo, où on va essayer de garder ces séances de renforcement, ou s'il y en a qui incluent carrément de la musculation, de garder des séances au cours de ce cycle-là. Et puis là, après, en décembre, c'est ici que pour moi, on commence vraiment de petit à petit, en tout cas pour la majorité des gens, de retravailler un peu plus spécifiquement et de commencer une construction pour l'année suivante. Et pour certains, en novembre, c'est aussi la période pour moi de les aiguiller vers un peu de prépa mentale. Je trouve que pour certains, c'est aussi nécessaire. Et donc, je les fais aussi commencer à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant ça, la préparation mentale. J'en ai fait cette année. Puis bon, il s'avérait que j'avais déjà pas mal de choses que je faisais de manière innée, mais il y avait toujours des petits tips à apporter. Mais pour certains, j'ai compris que c'était surtout ceux qui n'avaient pas fait beaucoup de compétition en étant plus jeunes ou qui se mettent au sport après 20 ans, donc qui n'ont pas connu les années de guérilla urbaine en benjamin, minime, cadet, où là, tout est bon pour battre l'autre. Donc, tu mets des stratégies tout seul en place. Donc, c'est intéressant. Loïc, tu es coach depuis assez peu de temps par rapport à ceux qu'on a eu dans le podcast avant. Celui avant toi avait plus de 30 ans d'expérience, tu vois. Donc, j'imagine que toi, tu es encore en plein progrès. En plus, tu as tous ces projets dont on a parlé. Comment tu fais pour progresser justement en tant que coach? Alors, je pense que mes plus gros progrès, je ne les fais pas pour le moment sur le côté, si tu veux, scientifique. C'est vrai que tu es arrivé avec un gros bagage d'analyse de données et une connaissance déjà des outils puisque tu le faisais sur toi-même. Oui, exactement. Et puis, je pense que finalement, pour le moment, personne ne réinvente la roue. Finalement, c'est que de l'analyse. Enfin, c'est de l'analyse, c'est finalement la bonne réflexion, voilà, tout ça. Je veux dire, on réinvente rien. Il faut juste, voilà, se remettre souvent en question. Par contre, où je progresse le plus, je pense, c'est sur le côté ouverture d'esprit, échange. Voilà, ça, j'ai beaucoup progressé. Enfin, je me suis beaucoup ouvert aussi de nouvelles choses, on va dire de nouvelles pratiques.
et puis voilà, surtout, oui, surtout ce qui échange sur aussi pour aiguiller un peu plus les gens. C'est vrai que j'avais au début une vision qui était vraiment très axée compétition, haute performance. Et maintenant, j'arrive vraiment à avoir une vision un peu plus large de tout ce qui se fait, de tous les types de pratiques dans le vélo, et puis aussi du coup de pouvoir proposer des suivis d'entraînement qui vont aussi bien aux personnes qui vont faire de l'ultra-distance que celui qui va faire un cyclocross dans la manière d'analyser un petit peu les exigences de la discipline, de comprendre le mental, de comprendre les ressources de chacun, ce qu'ils recherchent, leur manière de fonctionner. Parce que finalement, une relation entraîneur-entraîné, c'est pas juste de mettre un plan d'entraînement toutes les semaines ou à intervalles réguliers, c'est aussi de savoir comprendre son athlète, de pouvoir discuter avec lui, de savoir comprendre de quoi en fait il aurait besoin, et puis de trouver les bons mots pour pouvoir garder sa motivation, et puis aussi l'aider à passer différentes étapes dans l'entraînement et plus pour aller vers son objectif. Alors, est-ce que dans cette phase, toi, tu aurais des petites lectures ou documentaires à nous recommander, mais pas donc, on va s'appuyer sur ton expérience, pas forcément dans l'aspect d'entraînement pur, mais plus dans l'aspect, si je résume un peu tes propos, c'est l'aspect mindset autour justement de l'entraînement. Ouais. Alors moi, c'est vrai, j'ai fait une formation de prépa mentale. Euh, Ah ok, je ne savais pas. la méthode Target, ouais. Donc, je dois encore valider pour être préparateur mental. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé moi et aidé à avoir une vision voilà, un petit peu, ouais, un peu plus ouverte sur ce côté mental. Et puis du coup, ça m'a permis de comprendre aussi les mécanismes finalement de chacun, les choses sur lesquelles les gens peuvent ou doivent s'appuyer. Et puis du coup, voilà, après, il y a pas mal d'ouvrages qui existent sur tout ce qui est communication, des choses comme ça. Je n'ai pas exactement les noms dessus, je pourrais t'envoyer. Mais c'est vrai que tout ce qui est voilà, attrait au mental, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour finalement m'aider à progresser dans ma propre gestion de vie, on peut appeler ça, mais aussi dans le rapport avec les athlètes que je suis, quoi. Et alors, c'était un petit film documentaire, peut-être du coup plutôt plaisir, mais qui parle quand même un peu entraînement ou prépa mentale. Oui, alors en film prépa mental, non. Alors là, Lance Armstrong, Luzardiden ouais, 2003. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas compliqué, hein. Tu mets la planche Armstrong sur YouTube, tu mets recherche durée de plus de 20 minutes, tu t'assois dans le canapé, et puis voilà. Et, ouais. Alors, Non, mais c'est non, rigolo, mais ça aide toujours hein, sur Home Trainer quand même. Hein. ça c'est clair. Non, Ouais. mais tu vois, moi, ce que j'ai vraiment appris c'est vrai que le mental dans la performance, c'est pas quelque chose qui va remplacer le physique. Le mental ne remplacera jamais ni les capacités physiques ni les capacités mentales. Quand certains pensent qu'en fait, juste en se croyant fort, etc., on est plus fort, non, ça, c'est clairement pas juste. Par contre, le mental, dans une certaine mesure, va aider à l'exploitation du potentiel physique et technique. Et c'est là où c'est très important. Et finalement, chacun a un petit peu ses forces, ses faiblesses, des trous, des impasses où il faut ne pas aller. Et c'est vrai que ça demande un vrai entraînement. Hein. C'est ce que j'ai appris sur cette méthode en formation. C'était déjà de s'appuyer sur des choses qui soient très factuelles. Donc la méthode Target s'appuie vraiment sur un questionnaire qui est immense et qui permet après de définir les points forts, les points faibles de chaque élément qui constitue
le bien-être et la performance, on va dire, mentale. Et puis après, ça demande vraiment un entraînement régulier avec un plan d'entraînement mental comme on pourrait avoir un plan d'entraînement euh, pour le physique. Donc voilà. Mais après, non, pour le moment, je suis pas très très non plus quelqu'un qui regarde beaucoup de films. J'ai pas vraiment, j'accorde pas beaucoup de temps à ça. Donc, mis à part le documentaire de la Movistar une fois par an. Ouais, ouais, c'est rigolo ça. Quelle est Loïc, c'est un petit peu les dernières questions là, donc on se détend un peu, on va rigoler. Voilà, question un peu plus anecdote, un peu plus terrain, un petit peu plus, voilà, un peu drôle. Dans ces jeunes années de coaching, quelle est ta plus grosse erreur? La boulette dont tu te souviens. Boulette. Le jour où tu t'es dit, ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Une fois, je me suis trompé. Alors, j'ai pas fait une grosse boulette, un truc. Non, mais c'est pas forcément gravissime, hein. Mais c'est vrai qu'une fois, je me suis trompé dans les chiffres. Parce que, alors, moi, certains entraîneurs aiment bien avoir des bibliothèques, des choses comme ça, où ils automatisent en fait les zones et puis ils déplacent des blocs. Enfin, bref, je suis pas comme ça. Donc, je tape toutes mes séances, vraiment toutes mes séances à la main avec le Ah corps. oui, ça c'est quelque chose que tu peux faire sur Nolio, hein, décaler les blocs Ouais. pour gagner un peu de temps. Alors Tu ça, vois, tu par peux. exemple, moi là je fais une phase de reprise, donc si tu veux, j'ai 3 semaines, elles se ressemblent, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Et il y a des séances, voilà, on a fait des copier-coller sur les 3 semaines. Ouais, alors tu peux faire copier-coller, mais si je veux dire dans la structuration des séances en elles-mêmes, je note toujours parcours plat, endurance, temps, Ah oui, oui. corps de séance, Et puis un jour, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis complètement trompé. Au lieu je sais pas, de 205, des séances à 250 watts, j'ai mis 350. Et puis, et C'est puis, bon ça. et puis du coup, je vois le commentaire, écoute, Loïc, impossible de passer la séance. 3 fois 5 minutes à 350, j'arrive pas. Ah ouais, j'ai dit, ou une fois, pareil, j'ai fait, au lieu de faire 2 fois 10 minutes, 1 minute, un truc comme ça, j'ai mis 2 fois 20. Sauf que la personne a vraiment, en fait, et puis il m'a dit, mais là, la séance, j'ai fini, mais complètement, mais défoncé. Ah ouais, ouais, je dis, ouais, c'est vrai que là, c'était un peu, excuse-moi, mais je me suis trompé. J'ai rajouté. Donc c'est vrai que, alors maintenant, j'essaye de faire attention quand je tape et de revérifier toujours. La bonne petite faute de frappe. Ouais. Ouais. Alors, à l'inverse, si justement il y avait un moment dans ces années de coaching où tu étais assez fier peut-être de ce que tu as fait ou d'un athlète à réaliser, du moins, le meilleur moment, le meilleur souvenir. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais une chose que j'ai aussi appris, c'est me détacher finalement de ce que les athlètes peuvent faire, parce que je suis toujours très fier quand des athlètes, notamment après, portent nos couleurs, etc. Mais ça reste leur travail. Donc nous, on est là pour les aider, les aider à progresser, à développer certaines qualités, mais le travail qu'ils font et leurs performances leur appartiennent vraiment. Donc, à aucun moment je justifie d'avoir que la performance de certains soit la mienne, même si voilà, des fois on le revendique parce qu'on est content aussi de le promouvoir. Mais en fait, il y a beaucoup de choses parce que finalement, il y a des athlètes je pense par exemple à Armin qui est devenu champion suisse de la montagne. Je pense à Christopher qui a fini un biking man alors que 1 an et demi avant, quand je le rencontrais, c'était dans une pente et puis à Crans-Montana et puis il a fallu que sur une de nos reconnaissances, il avait fallu que quelqu'un vienne le chercher en voiture parce qu'au bout de 110 km, il avait déjà des crampes. Donc, en fait, j'ai pas forcément un élément euh, le plus marquant. C'est plus à chaque fois, voilà, de se dire que bah, finalement, on a des gens qui viennent, qui ont des objectifs, et puis bah, quand ils les réussissent, ça fait toujours chaud au cœur. Peut-être le fait d'avoir, peut-être ce qui était le plus marquant, c'était le fait d'avoir emmené cette année on était, euh, on était 7, il y avait 7 avec moi, 7 coureurs du coup sur la Haute-Route-Alpes. Et puis pour 5 d'entre eux, je les ai entraînés durant l'année.
C'était leur première haute route, donc physiquement, déjà, c'était un vrai challenge. Et en termes de préparation, aussi en termes mental, parce que c'est clair que les gens avaient beaucoup de peur par rapport à ça, et d'avoir pu partager cette semaine avec eux, d'avoir en fait vu leurs doutes, puis aussi un petit peu les rassurer, échanger avec eux, et de finir vraiment la semaine avec eux, ça c'était vraiment quelque chose un moment très fort, parce que finir une autre route pour soi, c'est toujours très cool, mais quand on amène un groupe de 10 personnes et que les 10 personnes arrivent au bout avec le sourire et en ayant pris du plaisir, ça c'était vraiment un super souvenir. Bah oui, ça n'a rien à voir hein, quand tu es en groupe. Ouais. Alors, une question peut-être un peu piège. Qu'est-ce que tu penses, Loïc, du coaching lorsqu'il s'agit de son conjoint? Ah, ah, très bonne question. Très bonne question parce que mon frère entraîne sa copine Ah, et alors je pense très clairement que c'est pas une bonne chose. Je pense d'accord. que ce n'est pas une bonne chose pour la simple et bonne raison que finalement, certaines relations, je pense que l'entraînement dans, dans un certain contexte et dans une certaine phase, l'entraîneur peut avoir une discussion avec l'entraîné où on n'est plus sur du domaine forcément que sportif. Et je pense que la personne qui a qu'un entraîneur et qui n'a pas forcément à côté un psychologue ou un préparateur mental, ou etc., peut-être des fois aura besoin de se confier, de se confier, voilà, de discuter de plein de choses au niveau travail, au niveau professionnel, que bah, finalement, si c'est son conjoint, dans certaines périodes, ce sera difficile d'exprimer certaines choses. Et les choses qui ne sont pas exprimables, au bout d'un moment, des fois, se deviennent un petit peu néfastes. Et puis, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, il faut faire des choix dans l'entraînement. Alors, ce qui est compliqué, c'est par exemple quand quelqu'un a un travail et puis il doit faire un choix sur la gestion des charges. Et quand quelqu'un aime beaucoup faire du sport, etc., de faire comprendre que non, mais écoute, là, tu vas pas faire 4 heures, mais tu vas faire que 2 heures. Quand ça vient d'une personne externe ou finalement c'est l'entraîneur qui dit ça, je pense que c'est différent que quand c'est le conjoint qui est entraîneur. Mmh. Après, il y a plein aussi il y a aussi d'exemples qui prouvent que c'est possible, mais en tout cas, je pense pas que ce soit la chose la plus évidente et c'est pas ce que je conseillerais. Ouais, bah, ouais, j'imagine aussi, tu vois, un truc tout bête. Dans un couple, donc tu en as un qui entraîne l'autre, et puis la personne qui entraînait en fait pensait que voilà, dimanche après-midi, ça allait être la détente et tout, on allait pouvoir marcher un peu au bord du lac, etc. Puis finalement, le conjoint dit ah bah attends, dimanche, tu vas faire 4 heures, et puis vu qu'il fait mauvais le matin, il faut les faire de 10 à 14 ou de 11 à 15, etc. Donc ça peut aussi gêner au niveau des projets familiaux. Mais ouais, bah, je te rejoins un peu sur ce point. Ouais. Moi, je ne me risquerais pas à ça. Non, et puis je pense que déjà une relation de couple, ça me paraît déjà des fois assez compliqué à gérer sans en plus rajouter un bouton qu'on peut faire disjoncter, polluer. Non, je pense que Et oui, ça et peut. puis si tu es fatigué, tu t'en prends à l'autre. Ouais, exactement. Non, et puis quand tout va bien, ça va bien. Mais, Oui. mais voilà, l'entraînement, c'est quelque chose de. La performance, c'est quelque chose de multifactoriel qui n'est pas forcément c'est pas forcément toujours d'où ça vient. Mais quand ça va pas, bah, ça rajoute quelque chose. Quand c'est important pour la personne, ça rajoute quelque chose, un sujet un peu de discorde, quoi. Donc, ouais. Et alors, c'est pas le cas pour toi, à moins que tu me l'aies caché, mais entraîner, par exemple, ces enfants, ou bon, ça, tu peux peut-être les cousins, etc., tu vois, des gens un peu pas son conjoint, mais de ta famille proche. Oui, je pense que c'est assez Tu vois, facile. martyriser son gosse en le forçant à faire 2 heures sous la pluie parce qu'il a été méchant la veille.
si tu lui fais comprendre qu'il faut faire 2 heures pour devenir un champion, peut-être qu'il le fera. Sinon, non, mais oui, non, je pense que c'est plus facilement possible, même si pour les enfants, et là j'entraîne aussi des jeunes qui avons été entraînés par leurs parents, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir euh, donner cette responsabilité, ou en tout cas cet entraînement, enfin, à quelqu'un d'extérieur, et pas rester en tant que parent. Je pense que parent, ça va bien à un moment donné quand ils sont jeunes, mais ou alors il faut vraiment être très au clair que sur le but final, et puis sur les différentes étapes, et puis de pas aussi assouvir un rêve ou une envie par son enfant, quoi. Mais après, voilà, des relations, des oncles, etc. Ça, je pense que quand c'est un petit peu plus distant, c'est aussi bienveillant, et puis ça peut jouer, hein. Après, Mm. chaque cas est différent. Donc voilà. Alors, dernière petite question entraînement avant de passer à la finalité du podcast avec une décontraction totale. La dernière question pour l'entraînement. Donc, toi, Loïc, tu as un groupe d'entraînement qui est conséquent. Tu l'as dit, tellement conséquent que vous allez avoir bientôt un troisième entraîneur avec vous au sein de Rufo Cycling System. Ah, bah d'ailleurs, il faudra peut-être changer le nom. Pourquoi? Bah, ce ne sera pas un Rufo. Ah ouais, Il n'y en ouais, a que deux des Rufo. ouais, mais écoute, À moins que le papa se mette au coaching, mais je pense pas. non, l'élevage intensif de champions. Non, non, écoute, non, on va rester sur RCS, ça va bien. Oui, je rigolais. Bref, la question c'était dans ton groupe d'entraînement, est-ce que tu as déjà des athlètes masculins et féminins? Est-ce que tu as la mixité? Et si oui, est-ce que tu as observé des petites différences ou des points communs, hein, justement, entre la manière d'entraîner les athlètes masculins et la manière d'entraîner les athlètes féminins? Oui, alors, donc pour la première partie de la question, oui, on a des hommes et des femmes. Et, Ah oui, d'ailleurs, sur la cyclo La Madeleine, elle était de ton équipe, celle qui a gagné. oui, exactement. J'ai oublié le nom parce que Magali, bon, j'en anime plusieurs. Magali, ouais. Magali, il y avait Mathilde aussi. Oui, non, on a de plus en plus de femmes sur les suivis et sur les stages, les déplacements courts. Donc ça, je suis vraiment très content. Et je suis aussi très content de ne pas faire de séparation. C'est souvent qu'on nous demande, ah, est-ce que vous faites des groupes pour les femmes, etc. C'est quelque chose que je refuse catégoriquement, parce que je pense que les femmes, et c'est sûr, sont tout à fait autant capables que les hommes, et que les hommes ont aussi des peurs, et c'est qu'une question en fait de proposer, notamment quand on est en stage, des groupes de niveau et non pas des groupes de genre. Donc c'est voilà, vous avez telle capacité physique ou technique, ben, vous travaillez ensemble, que vous soyez des femmes ou que vous soyez des hommes. Donc ça, je suis assez content. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de femmes. On n'est pas encore à 50-50, mais sur certains stages, on est à 60-40, et Ah, c'est énorme. notamment les stages les plus difficiles. L'année dernière, on a fait 5 jours dans les Pyrénées. Là, on Ça a m'étonne pas. 9 jours dans les Alpes, dans les Alpes italiennes, Dolomites. Et on a 50-50 sur. Donc, comme quoi, la difficulté ne fait pas peur aux femmes. Mm. Et bien heureusement. Après, sur l'entraînement, euh, j'ai remarqué quand même que, et ça, c'est des choses qu'on retrouve, hein, dans les études, mais c'est vrai que sur les capacités d'endurance, à niveau, on va dire un niveau égal, ou en tout cas à potentiel physique égal, si on compare par rapport à l'âge, par rapport au watts brut, etc., au passé, c'est vrai que je trouve que la capacité d'endurance des femmes sont un peu plus importantes. Après, sur la capacité, enfin sur l'entraînement, alors sur les jeunes, il y a tout ce qui est différents cycles qui peut y avoir chez toutes les femmes. Donc ça, il faut y veiller. Après, sur l'entraînement lui-même, sur la façon de coacher, etc.,
Non, finalement, comme toujours, chaque personne est différente, que ce soit des femmes ou des hommes, et puis il faut adapter son discours, sa manière d'entraîner aussi par rapport à certains. Et je vois pas forcément une différence marquante dans la façon d'entraîner des hommes ou des femmes. Ce que je remarque par contre chez les femmes, c'est que, alors peut-être parce que j'ai moins de femmes aussi en suivi, mais c'est que l'implication et j'ai l'impression plus importante dans Hmm. les faits. J'ai l'impression euh, qu'elles sont plus assidues, que le respect des consignes vraiment par rapport à une moyenne est plus important que chez les hommes. Après, est-ce que c'est juste parce elles sont moins, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être un des éléments principaux, on va dire, que je remarque. Ah, bah, t'es pas le premier à nous dire ça, hein, sur le Nolio podcast, donc ça montre bien que. Et tu sais, il y a un truc, on va me dire c'est cliché, tu sais, ça c'est des trucs, t'as plus le droit de le dire maintenant avec le wokisme et toutes ces choses, mais quand on était petit à l'école, c'est très simple. Tu prends, que ce soit, bon, peut-être pas au CM1, CM2, parce on n'écrit pas trop, mais voilà, au collège, on écrit beaucoup au collège, que ce soit en cours de français, etc. On a un cahier, on écrit, voilà, on écrit toute la journée. Tu prends le cahier des filles, tu prends le cahier des garçons, ça n'a rien à voir. Il y en a, c'est écrit comme des cochons, ça prend des notes une fois sur deux, et le reste, bah voilà, il y a une belle écriture, il y a des stabilos, il y a des traits qui sont tracés à la règle. Voilà. C'est un peu Ouais, ça qui reste quand même. ouais, exactement. Je pense que c'est une belle comparaison. Mais ouais. Bon, on s'amuse et on digressait légèrement. Dernière petite question, Loïc. Alors toi, tu es très jeune. On va pas dire que les autres étaient très vieux, mais enfin bon, il y a quand même une Ça va. différence. J'ai bientôt 30 ans et ça va Oui, pas. oui, mais moi aussi, c'est chaud quand même, hein. C'est fou, hein. Ça va. Si tu avais un conseil à donner, alors toi, on va peut-être changer le chiffre, peut-être pas 10 ans en arrière, peut-être 5 ans en arrière, en 2021, ouais, quand tu commençais à te lancer dans le coaching, si tu avais un conseil à te donner, tu vois, un truc, tu te dis, putain, si je me vois en arrière, ce jour-là, j'aurais dû prendre telle direction et ça m'aurait fait gagner du temps. C'est dur comme question, hein. Ah, c'est pas facile, celle-là. Tu vois, c'est marrant. Chaque fois que Et je la pose, attends, ça nécessite un petit temps de réflexion. ouais, ouais, parce que, écoute, je suis pas sûr de répondre à la question parce que je Que tu es pense, parfait, tu as tout bien fait. non, 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 je pense que je referai exactement la même chose. Ah C'est-à-dire qu'il ouais. y a des moments, et notamment, tu vois, dans l'entraînement, j'aurais dit qu'il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps parce que, tu vois, si je me revois qu'en 2016, quand j'étais à l'arrêt, je pense que c'était clairement une surcharge un peu de tout. Et Mmh. je pense il faut écouter son corps. Euh, Ça vaut pour tout finalement. Ça vaut en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîné, en tant que juste humain, on va dire normal. Mais si tu veux, sur les décisions, je suis pas quelqu'un où il dit ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, je l'ai fait. À un moment T, ça me paraissait la meilleure décision. Et euh, et puis la vie fait que finalement une décision qu'on imagine ou quelque chose qu'on n'aurait pas fait, imagine mauvais, mais finalement quelques années pour nous après, c'était juste quelque chose qui nous a emmené dans un chemin qui nous paraît maintenant évident. Donc, ouais, écouter son corps, ça me paraît quelque chose d'assez important, mais aussi savoir où on va. Savoir où on va, pour moi, quand on a un objectif, il faut savoir se donner aussi les moyens. Et il y a deux types de personnes, il y a ceux qui agissent et puis ceux qui pensent un peu trop. Et puis des fois, il faut agir. Mmh. Alors, est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin, Loïc? Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée et qui te tenait à cœur? Est-ce que tu as un message pour les auditeurs du Nolio Podcast? Euh, non, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais non, moi, ce que j'essaie de toujours faire passer comme message, c'est que ouais, c'est un petit peu ce qu'on dit là, c'est quand on a des objectifs, il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on voudrait et puis ce qu'on aime, trouver la bonne balance, se faire toujours garder du plaisir, mais des fois, il y a aussi quand
Alors là, on parle de beaucoup de performance bien-être, mais un peu plus sur la performance. Des fois, il faut aussi savoir se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et puis construire sa motivation. Donc, je pense que voilà, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont des objectifs, mais qui ont du mal à mettre des actions en place. Je pense que ça aussi, ça demande de pouvoir construire sa motivation et puis savoir où on va, comment on y va, et puis prendre son temps, avoir des objectifs à moyen et long terme. Ça aide aussi à se construire et à avancer jour par jour et pas que être focus sur aujourd'hui. Mais voilà, non, je pense que sinon on a fait petit peu le tour. Et puis j'espère que peut-être que bientôt je serai sur Nolio. Je vais essayer de voir avec mon patron si je peux avoir quelques jours off pour réfléchir à ça. Ah, il faut que tu dialogues avec toi-même. Eh bien, Loïc, on te remercie pour ton temps, hein, d'autant plus que, comme on l'a dit, ton temps est quand même relativement bien compté. Donc, merci d'avoir pris sur ces heures, sur tes minutes pour répondre un petit peu aux questions, pour donner peut-être le goût aux auditeurs. Et si quelques auditeurs suisses nous écoutent, comment on peut te contacter pour éventuellement participer à un de tes stages ou te demander du coaching? Alors, on a un site internet, hein, www.ruffo-cycling-system.com. Après, on est sur Instagram, sur Facebook. Donc on est assez facilement joignable. Toutes nos offres sont disponibles sur Internet. Donc, voilà. Merci beaucoup, Hugo, en tout cas, pour ton temps aussi. Et puis longue vie à ce podcast. Il est bien parti. Je te remercie, Loïc. Allez, salut, passe une bonne journée. Merci beaucoup, Hugo. Ciao, ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.